au complotisme. Et c'est là qu'interviennent effectivement tous les instruments de désinformation de type Concorde, donc la maison mère de Wagner. Mais pour autant, imaginez que les putschs successifs qui font précipiter le désengagement français ont été ourdis dans une officine du Kremlin n'a aucun sens. Non, ça n'est pas vrai. Il y a d'autres motifs. Et précisément, le fait que les arriérés post-coloniaux n'ont jamais été purgés correctement. Et au moulin, pardon, de ce que vous dites, la différence avec les Américains, parce que les Américains, eux, ils ont leur base, on n'en parle pas. Pour l'instant, j'entends peu la junte s'en prendre à leur base. Ils ont une ambassade sur place qui n'est visiblement pas inquiétée. Et les putschistes, de manière machiavélique d'ailleurs, font bien garde de cibler leurs attaques sur la France, n'est-ce pas? Et Washington, qui contrairement à ce que dit la Vulgate officielle, suit une ligne qui est contraire à celle de la France, a quand même, dans cette période ô combien tumultueuse, décidé de nommer une nouvelle ambassadrice, Kathleen Fitzgibbon, à Niamey. Ce qui, quand même, en termes de signal... C'est très mal ressenti, n'est-ce pas, par beaucoup de diplomates et de militaires français. Mais ils vous le disent, le disent, évidemment. Il y a un côté coup de poignard dans le dos. Et puis, n'oublions pas, encore une fois, que l'instrumentalisation de l'histoire est efficace ici comme en Russie. Au fond, pendant des décennies, quand la France est intervenue militairement, c'était très rarement, voire jamais, pour voler au secours d'une démocratie flageolante. Mais c'était au contraire pour conforter un despote qui était considéré comme faisant partie de notre précaré diplomatique. Est-ce qu'on paye encore cela? Par exemple, on a eu le précédent Bongo. Je crois que c'est Libération qui publiait la liste des appartements du clan Bongo à Paris. Ils aiment bien le 16e arrondissement. Chacun ses goûts, mais c'était pas 1, 2, 3, c'était un nombre d'appartements. Là, on est plus... Une quarantaine entre la Côte d'Azur, Paris et la région parisienne. Voilà. J'entendais un diplomate africain dire à ce niveau-là, c'est même plus, ça devient une kleptomanie, disons. En réalité, ce sont des régimes qui ont été aidés par la France, massivement. Vous voyez le paradoxe phénoménal devant lequel nous sommes, Darius. En termes objectifs, en termes chiffrés, jamais l'influence, l'emprise de la France sur son défunt précaré colonial n'a été aussi faible. Et jamais le ressentiment francophobe n'a été aussi vivace. Vincent, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, on mesure le moment historique que nous sommes en train de vivre. La France va ramener son ambassadeur du Niger. La France va rappeler ses militaires, les militaires français, 1500 hommes sur la base de Niamey. Il faut souligner l'importance de ces lieux, n'est-ce pas? On va voir la carte aussi. C'est une base très importante. Elle est là. C'est les bases françaises. Alors, il y en a quelques-unes, mais la plus importante, c'est à Niamey, quasi sur l'aéroport. En réalité, de façon ordonnée, dit le président de la République. Et dans les semaines, ensuite, il a un peu corrigé en disant les semaines et les mois qui viennent, le retrait va s'organiser. Alors j'en ajoute une autre qui ne figure pas sur cette carte, c'est la localité de Oualam, proche de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, le fameux confin Mali, Burkina Faso, Niger, et la zone la plus ardente d'activité djihadiste. Mais c'est vrai que l'essentiel du contingent français se trouvait près de la base 101 de Niamey. Mais là encore, les militaires, vous le disiez, ils ne sortaient plus. Donc, au fond, à quoi rimait le maintien de cette force qui, encore une fois, ne pouvait être qu'un abcès de fixation très propice à tous les propagandistes anti-français de Niamey d'ailleurs. Un mot encore d'autre part, Xavier Titolan, on est frappé de ce que tous les militaires disent, c'est que militairement, en réalité, la France pourrait tenir bon. Bien sûr. Voilà, mais politiquement, c'est impossible. Mais militairement, elle est en position de force. Elle serait en position de force. 1500 hommes face à l'armée nigériane avec des avions de chasse et tout le reste. Les avions de chasse qui sont sur toute la bande sahélienne, ils sont basés justement à Niamey. Donc là, on voit des Mirage 2000D, des Mirage 2005, ces avions-là, il n'y a rien pour les arrêter. Si demain ils veulent bombarder la capitale, il n'y a rien qui est capable de les arrêter. Et 1500 militaires français équipés, armés avec des blindés, aujourd'hui, c'est une force qui est capable de reprendre sans aucun problème le territoire. Ce paradoxe est terrible. Paradoxe est terrible parce que... Il ne pas tenir le terrain, ça c'est important. Le coût politique et symbolique d'un coup de force de cette nature serait prohibitif. Bien sûr. Et d'ailleurs, au fond, moi depuis le début, j'ai eu l'occasion d'accomplir de nombreux reportages dans les pays sahéliens, après Serval et puis sous Barkhane. Et au fond, ma conviction s'est forgée assez vite, c'est que les Français au Sahel se sont acquittés avec bravoure d'une tâche impossible. Et ceux qui me disaient que toute force armée, même invitée par un pouvoir légitime, dont la présence perdure, finit par être perçue, à tort ou à raison, comme une force d'occupation. C'est les militaires qui le disaient. Mais comme vous le savez, les militaires obéissent. Et donc, ils ont obéi autant qu'ils le pouvaient. Est-ce que l'on perd en termes d'intérêt? Il y a deux discours vraiment systématiques parmi ceux qui sont spécialistes de ces sujets. Ceux qui vous disent, au fond, pas tellement, parce que c'est une nouvelle époque. Hein, et ceux qui vous disent, en réalité, il ne faut pas se leurrer, bien sûr, on recule, c'est un recul. La perte d'influence, elle est incontestable et elle est inexorable dans le temps historique que nous analysons ensemble. C'est-à-dire que, là encore, vous avez tout un fantasme qui est véhiculé notamment par des relais d'opinion africains, russes, par exemple, sur le thème du pillage systématique des ressources. Franchement, c'est une galéjade. Ce pillage a existé. Je fais partie de ceux qui ont passé une partie de leur vie à le dénoncer. Mais invoquer ce prétexte, cet alibi aujourd'hui, est franchement de l'ordre de l'imposture. Oui, là, la France présente militairement sur place. Il faut rappeler des précédents historiques, on le rappelait tout à l'heure. Dans les années 60, au Gabon, il y a un coup d'État par exemple, De Gaulle décide d'intervenir, c'est-à-dire de restaurer le gouvernement légitime.
Mais bien sûr, vous avez donc eu un Léomba, le premier président, qui était terrassé par un cancer, et il essuie une tentative de putsch. La France vole à son secours, sous la férule du fameux Jacques Foccart, le marabout de l'Afrique gaullienne. Et puis ensuite, vous avez un certain Albert Bernard Bongo, qui deviendra Omar Bongo après sa chef de cabinet à l'époque. Conversion à l'islam en 1973, qui prête serment où ça? Dans les locaux de l'ambassade du Gabon à Paris. Alors extraterritorialité, d'accord, mais c'est un signe. Et d'ailleurs, après avoir été adoubé par De Gaulle qui dit à Foccart « Oh, c'est un brave type ». Bon. Et donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et ça laisse des traces. Mais même ceux qui ne l'ont pas vécu, même les étudiants africains, même ceux qui ont 20, 30, 40 ans aujourd'hui, ils sont extrêmement perméables à ce discours. Parce que ça apporte une réponse simple à un désarroi complexe. Le désarroi, c'est quoi? C'est l'inefficacité de gouvernance prétendument démocratique et qui ont fini par légitimer, paradoxalement, les aventures putschistes sahéliennes d'aujourd'hui. Là où Emmanuel Macron se trompe, c'est quand il parle d'épidémie. Il n'y a pas d'épidémie. Vous avez vu le Gabon à l'instant. Rien à voir. C'est une révolution de palais, qui est d'ailleurs accueillie avec un lâche soulagement à Paris et ailleurs, le Gabon. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est joué successivement au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et ajoutons, en dehors de la zone sahélienne, la Guinée-Conakry. La situation que nous vivons actuellement, vous parliez de la France-Afrique, des générations de diplomates montraient le bureau de Jacques Foccart, qui était un peu le parrain de tout ça, qui était un des plus grands bureaux de la République. C'est une histoire qui prend fin ce soir. Mais au fond, c'est le solde des arriérés de quelque chose qui déjà pesait plus symboliquement que factuellement. Simplement, tous ces pouvoirs putschistes qui sont en train de constituer une trilatérale des juntes sahéliennes avec des pactes d'alliance défensive, etc., un jour, ils devront rendre aussi des comptes à leur peuple. Quand ils ont épuisé les ressources de la martingale postcoloniale, il leur faudra quand même expliquer pourquoi la sécurité ne s'est pas améliorée là où ils ont pris le pouvoir, pourquoi la gouvernance n'est pas plus saine qu'elle l'était hier. Mais ce qui est terrible, c'est que quand vous discutez avec des jeunes Africains, dont certains se sont exposés pour détrôner un despote ici, empêcher son retour là, ceux-là même qui donc ont parfois risqué leur vie ou leur quiétude pour cela vous disent, après tout, les militaires, pourquoi pas? Il y a un tel discrédit porté sur les institutions démocratiques qui ont été dévoyées par la fraude, par la corruption, par les achats de conscience et par la coercition, que vous entrez dans une phase dont je suis incapable d'estimer la durée, une phase longue de régression démocratique sur le continent africain. Là, ce qui est en train de se passer, est-ce que la Russie va très vite tenter de regagner les parts de marché que de fait la France abandonne? Regardez ces images, c'est à Bangui. Alors là, on est en Centrafrique, c'est vraiment un des lieux d'ancrage traditionnels, n'est-ce pas, de Wagner. Ils tiennent le pays. L'une des têtes de pont du retour en force de la Russie avec le Soudan, dont on parle moins. Ils sont en train là de rendre hommage à Prigojine et à Outkine, oui. Vraiment dans l'ordre des criminels, les deux sont très bien placés. Et on voit à quel point, alors là c'est un petit groupe, mais ce petit groupe, on dit qu'il y a 2000 types de Wagner qui tiennent ce pays, qui tiennent en tout cas la direction du pays. Écoutez, le président de la République centrafricaine, qui s'appelle Faustin Archange Touadéra, a confié, lors d'un passage à Paris à un de mes interlocuteurs, qu'il avait bien conscience qu'il était allé trop loin en livrant les clés du camion à Wagner et aux Russes, mais que sur sa boîte de vitesse à lui, il n'avait pas vraiment de marche arrière. Ce qui se joue en ce moment, et ces images en attestent, c'est la tentative par le Kremlin, qui a été amorcée dès la mutinerie avortée du 24 juin de Prigojine, de mettre sous tutelle les actifs et les activités de Wagner. Surtout ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Surtout ne pas lâcher le pactole. La République centrafricaine, c'est du diamant, de l'or, des bois précieux. Le Soudan, de l'or, etc. Ils se payent sur la bête, et on le sait. Ils sont d'ailleurs plus brillants dans la prédation et l'exaction que dans le combat frontal contre les djihadistes. Je ferme la parenthèse. Donc il y a une sorte d'épreuve de force qui se joue, parce que dans certains pays, et c'est le cas de la République centrafricaine, Wagner, Prigojine et les siens ont réussi à tisser des liens privilégiés avec les hommes de pouvoir. Et ils ont une certaine forme d'autonomie que le Kremlin essaye aujourd'hui de réduire. Vincent Hugeux, rapport de force avec la France très direct. C'est une des déclarations des dernières heures les plus notables, et le lien visiblement là est très fort. Lavrov, le ministre de Poutine, ministre des Affaires étrangères, qui dit, il nomme Emmanuel Macron, il nomme les Français en disant vous craignez en réalité la montée des autres puissances, les Africains, les Chinois, les Indiens, etc. On va l'entendre. On va l'entendre plus tard. Pourquoi se gênerait-il? Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères de la junte malienne, à la tribune de l'ONU, que dit-il? Il dit haro sur le néocolonialisme à la française, hommage, et je cite, mention spéciale à la Russie pour sa solidarité agissante et son engagement fiable. Alors même que la Russie est en train de conduire une des seules aventures impérialistes et coloniales de notre pauvre planète. Écoutez, ce diplomate, c'est l'homme lige de Poutine depuis 20 ans. Il a toujours été là, Lavrov. Il connaît très bien, il est à New York, il connaît très bien là, le public auquel il s'adresse. Beaucoup, il y a peu de démocratie. Dans la salle, on dit sur 193 pays, il y a quoi 40 démocraties. En comptant large. Voilà. Et il leur dit, regardez, le nouveau monde, c'est nous, et surtout nos alliés, chinois, indiens, etc. Et le vieux monde, dans leur langage, a peur. Les États-Unis et leur collectif occidental subordonné continuent de créer des conflits qui divisent artificiellement l'humanité en blocs hostiles et entravent la réalisation d'objectifs communs.
Ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la formation d'un véritable ordre mondial multipolaire en essayant de forcer le monde à jouer selon leurs infâmes règles égocentriques. Voilà. Ça, c'est une déclaration. L'autre est celle où il prend directement à partie Emmanuel Macron. Mais n'oubliez pas que la rhétorique néo-soviétique a une certaine résonance, notamment auprès de cadres qui, voilà, 30 ou 40 ans, ont accompli leurs études à Moscou, à Leningrad, à l'époque Saint-Pétersbourg. Vous avez un Premier ministre en titre du Mali qui a vécu une dizaine d'années en Union soviétique et qui est diplômé de l'Institut de télécommunications de Moscou. Donc il y a une résonance idéologique et puis c'est aussi une sorte de boulevard de la rancœur. C'est-à-dire que toutes les déceptions, tous les dépits, qu'ils soient justifiés ou pas, trouvent là un mode d'expression et de défi rassérénant, mais assez peu opérationnel dans le quotidien des peuples en question. Il faut réécouter une déclaration intéressante. Poutine est-il en train de reprendre la main, pas en Occident, mais dans ce monde-là? Et jusqu'à quel point? Poutine, je crois, aura 71 ans dans quelques jours, 7 octobre. Il va se rendre en Chine. Pour lui, c'est une étape très très importante parce que c'est son puissant allié. Et il faut revoir l'image incroyable, cette séquence où il parle à Xi Jinping. Cette fois, c'était à Moscou. Et les deux se disent en substance, l'avenir est à nous. Le nouveau monde est à nous. Которое не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Перейдите, пожалуйста, дорогой друг. Voilà, cette séquence est terrible, évidemment, avec toutes les arrière-pensées, surtout des Chinois. Surtout les Chinois. Pour danser le tango, il faut être deux, mais c'est un tango dissymétrique. Celui qui mène le bal, c'est évidemment Xi Jinping. Il a notamment en Afrique une approche qui est adossée au caractère inépuisable de ses ressources en devises. Il n'a pas besoin, lui, de vendre des armes ou de placer des instructeurs. Il tient sa conquête de l'Afrique par ses réserves inépuisables. Xi Jinping fait peur, il nous fait peur. J'étais frappé pendant ces 2 derniers jours, je demandais à certains responsables qui disent il est coupable de génocide sur les Ouïghours. Bon. Est-ce qu'il faudrait l'inculper? Et les mêmes, tout à coup, hésitent parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas inculper notre partenaire commercial, on commerce avec lui massivement. On sait très bien qu'il va revenir à Paris, on lui déroulera le tapis rouge. Est-ce qu'on peut arrêter Xi Jinping? On revient au propos initial sur les principes de droit et la réelle politique. En réalité, n'y a-t-il pas un mandat d'arrêt international visant un certain Vladimir Poutine pour crimes de guerre? L'existence d'un mandat, c'est déjà pas mal. Il n'y en a pas contre Xi Jinping. Mais si vous respectiez, je veux dire, les canons du droit, et si vous étiez parfaitement équanime, eh bien, effectivement, il y aurait matière, par rapport effectivement à la tragédie ouïghour, de poursuivre Xi Jinping. Mais n'oubliez pas que la Cour pénale internationale a été